Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information 19h de Niata TV et voici les sommaires. Le Premier ministre a présidé le lancement de l'initiative recrutement et de déploiement de 323 sages-femmes partout au Mali par Suède Mali. Après les nouvelles sanctions de la CEDEAO contre le Mali, les réactions sont nombreuses à Bamako. Jean-Bill Bittard se prononcera dans ce journal. Au Niger, 20 enfants ont succombé dans l'incendie de leur école. Le lancement de l'initiative recrutement et déploiement de 323 sages-femmes s'est déroulé ce lundi après-midi 8 novembre 2021. Cette initiative s'inscrit dans la deuxième phase du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, dénommé Suède Mali. La cérémonie était placée sous la présidence du Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga. Suède Mali vise à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Reportage Soumouyata et Salif Niaré. Le Premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga, a présidé à la signature de convention de déploiement de 323 sages-femmes recrutées pour renforcer le système sanitaire des collectivités territoriales et contribuer ainsi à réduire significativement la mortalité maternelle, néonatale, infantile dans les zones rurales du Mali. À cette heureuse circonstance, a rappelé le Premier ministre les orientations données par le président de la transition pour prendre toutes les mesures urgentes pour sécuriser les populations maliennes. L'insuffisance des sages-femmes et leur mauvaise répartition sur le territoire national constitue une préoccupation majeure pour l'accès des populations rurales à des soins de qualité pour améliorer la santé maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle. C'est pourquoi le gouvernement du Mali, avec ses partenaires engagés dans le projet Suède, a initié dans une synergie d'action gouvernementale entre les ministères en charge de la santé et celui de la population cette expérience pilote avec une cohorte de 106 sages-femmes déployées dans les collectivités locales pour la période allant jusqu'en 2020. Elle a permis de croître la disponibilité des sages-femmes compétentes et d'améliorer l'offre des services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle de qualité en milieu rural. Cette initiative a permis d'augmenter de 17% l'effectif des sages-femmes intervenant dans les 7 régions d'intervention du Suède et de 8% l'effectif national des sages-femmes en activité jusqu'en 2021. Pour les résultats très satisfaisants obtenus au cours de la première expérience, la Banque mondiale et l'AFD ont accepté de financer la mise à l'échelle de cette expérience en augmentant le nombre de sages-femmes qui est passé de 105 à 323 pour le compte de 221 communes à travers tout le Mali. Notre ambition, mesdames et messieurs, pour l'amélioration continue de la qualité de vie de nos citoyens est une grande préoccupation. Elle indique notre détermination à disposer de personnel de santé de qualité dans les zones périphériques. Cette volonté et cette ambition restent inébranlable. Le besoin en sage-femme est réel au Mali et les dispositions vont être prises pour pérenniser les actions, a fait savoir le ministre de la Santé et du Développement social. Nous avons aujourd'hui 323 sages-femmes qui seront déployées au niveau de nos centres de santé communautaires. Mais je peux dire que l'ensemble des centres de santé communautaires a besoin de sages-femmes. Donc c'est au minimum une sage-femme, mais il y a encore le besoin pour couvrir l'ensemble du territoire et comme cela a été demandé, instruit par le Premier ministre chef du gouvernement de la transition. Donc nous allons prendre les dispositions
pour pérenniser ce projet, même après les 4 ans de ces sages-femmes qui viennent d'être dans le déploiement vient d'être lancé aujourd'hui. Donc le département, avec le département en charge des populations, donc nous allons prendre des dispositions pour pérenniser ces actions et surtout comme les sages-femmes aussi l'ont demandé, la formation continue et cela a été dit aujourd'hui. L'Office national de la santé et de la reproduction aujourd'hui a un directeur donc, qui va aussi contribuer dans ces actions au même titre que les autres services de la santé, du développement, du ministère de la Santé et du Développement social. Donc nous avons la direction générale également de la santé et de l'hygiène publique et l'ensemble donc, des services du département en collaboration avec le ministère en charge des populations. Nous allons œuvrer dans ce sens. Le gouvernement du Mali, engagé avec le projet Suède, a formé 323 agents pour le compte de 221 communes à travers tout le Mali. Chères sages-femmes, vu la confiance qui nous a été accordée et l'espoir des autorités à notre égard, soyons assidus, courageux et respectueux, fidèles et surtout ponctuels à nos postes pour offrir à la population rurale du Mali des services de santé de qualité dans le cadre de l'entente de couverture universelle en santé. Pour être performantes sur le terrain, nous sollicitons auprès du ministre de la Santé et du Développement social son engagement personnel pour le renforcement continu de nos compétences pour combler les attentes des populations. Ces sages-femmes ont accepté d'aller servir dans les milieux les plus reculés de notre pays, malgré l'insécurité, apportant ainsi réconfort à leurs sœurs qui sont dans des zones reculées où elles perdent souvent la vie. À lancer solennellement, au nom des plus hautes autorités de la transition, un appel aux collectivités territoriales pour qu'elles tiennent leur engagement dans le cadre du déploiement de ces sages-femmes. Et également aux sages-femmes, un appel pressant pour exercer dans les règles de l'art. Surtout, faire en sorte que les services qui sont gratuits demeurent effectivement gratuits. La réussite de cette initiative pilote va à l'endroit de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement qui ont financé de façon innovante, mais aussi des 323 femmes qui ont accepté d'aller servir le Mali. C'est communiqué. Le gouvernement de la République du Mali prend acte du communiqué final de la 3e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEDEAO sur la situation au Mali et en Guinée, tenue 7 novembre à Accra. En ce qui concerne le Mali, le gouvernement regrette les décisions prises lors de ce sommet qui ne tiennent pas suffisamment compte des aspirations profondes du peuple malien et des efforts déployés au quotidien par les autorités de la transition pour relever les défis multiformes auxquels le pays est confronté et pour une stabilité durable. Le gouvernement de la République du Mali réitère sa volonté de poursuivre le dialogue avec la CEDEAO en vue de permettre la tenue des élections libres et crédibles dans les meilleurs délais et conditions d'organisation. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a pris des sanctions contre les autorités de la transition du Mali lors de la rencontre du dimanche 7 novembre 2021 à Accra, au Ghana. Pour plusieurs politiques et opérateurs économiques du Mali, cette sanction de la CEDEAO contre le Mali est un non-événement. Jamil Bitar est au micro de Nyeta TV, suivant son intervention. Cette sanction contre les autorités transitoires du Mali n'a pas surpris le vaillant peuple malien et des opérateurs économiques, y compris des politiques. Pour l'opérateur économique Jamil Bitar, avoir un président démocratiquement élu n'est pas l'épicentre de la crise malienne. Je ne suis pas surpris, mais comme le dit l'adage, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Aujourd'hui, aller aux élections directement, c'est comme si on faisait fi, on ignorait totalement, en tout cas, les préoccupations majeures de ce peuple.
Et au Mali, la question de la crise ne se résume pas juste de changer de président, mais plutôt nous avions un environnement qui ne s'y prête pas, notamment l'insécurité qui a atteint son paroxysme. Et mieux que cela, et cette même CEDEAO avait dit en son temps que nous ne devions pas aller à des élections tant qu'il n'y aurait pas de réforme. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a un autre son de cloche qui veut coûte que nous partions à des élections. Et ces élections, pour eux, signifient juste nous imposer un président et par finir, c'est pour certainement nous ramener à une crise qui ne dira pas son nom, parce que les crises post-électoraux, ça peut être des crises, en tout cas, qui peuvent plonger un pays dans un chaos qui ne dira pas son nom. Moi, je pense que c'est une fuite en avant, et de vouloir coûte que coûte nous imposer une date, et même techniquement aujourd'hui, ce n'est pas faisable. La CEDEAO devrait se battre pour rapatrier l'argent volé des dirigeants du régime de Chi au lieu de s'acharner contre les autorités maliennes qui se battent nuit et jour pour satisfaire son peuple. Et la sanction de la CEDEAO contre les autorités du Mali affreigne l'une des lois de l'organisation sous-régionale. Le premier critère qui était visé au niveau de la création de la CEDEAO, c'était la libre circulation des biens et des personnes. Maintenant, cette restriction humaine à un niveau, c'est dire quelque part que je ne suis pas surpris, d'autant plus que même cette circulation des biens et des personnes dont il était question, les Maliens en souffrent beaucoup dans des pays voisins comme la Côte d'Ivoire, comme d'autres pays. Nous le savons tous. Il n'y a pas cette libre circulation, même parlant du citoyen lambda, même pas des autorités. Mais dire aujourd'hui qu'il y a des sanctions à ce niveau, moi je pense que plutôt l'argent volé au Mali, qui est investi dans ces pays, à ciel ouvert, je vais le dire, à Abidjan notamment, tous ces immeubles qui appartiennent à certains Maliens du régime de l'ancien président à Dakar et ailleurs, et les fonds qui sont dans les banques à ce niveau, moi je pense que plutôt s'il y avait gel et rapatriement, c'est ce qui devrait être fait. Le Mali a existé avant la CEDEAO et le Mali continuera à exister sans elle. En plus, une occasion pour le Mali de pouvoir voler sur ses propres ailes, a laissé entendre M. Bitar. Les gouvernants d'aujourd'hui doivent travailler sur le terrain malien. Au lieu de compter sur les forces extérieures, il faut compter déjà sur ses propres forces. Et dire que le Mali ne peut pas se passer de la CEDEAO. Excusez-moi du terme, on est membre fondateur. Le Mali a existé bien avant la CEDEAO. Le Mali existera après la CEDEAO. Et moi, je pense que c'est une fuite en avant. Et ceux qui pensent qu'économiquement, nous avions des intérêts à tirer de cette union, mais je dis quelque part qu'on me prouve en termes de chiffres ce que les Maliens gagnent en termes de chiffres par rapport à cet espace. Et nous, par contre, nous sommes devenus un espace, en tout cas, de consommation. La transition actuelle sera une occasion pour les Maliens à réaliser leurs rêves, la restauration d'un Mali nouveau, et cette transition n'a aucune ambition de s'éterniser au pouvoir. Avec cette transition, nous espérons que nous allons rectifier la trajectoire. Rectifier la trajectoire, c'est mettre les balises des Mali nouveaux. Nous ne disons pas que la transition va s'éterniser. Nous avions juste dit que nous allons aller aux assises. Les assises vont nous permettre de déterminer en tout cas un chronogramme, un agenda, un calendrier soutenable décidé par les Maliens et par les Maliens. L'opérateur économique malien appelle les autorités maliennes à engager des dialogues avec ceux de la Guinée-Conakry et d'autres pays afin d'éviter tout désagrément en termes de commerce dans le futur. Imaginez aujourd'hui qu'il n'y ait plus de fret malien au port d'Abidjan ou de Dakar ou d'autres localités. Vous pensez que les gens vont laisser leur économie sombrer parce que la CEDEAO a pris une telle décision? Nous avons un port qui est tout proche de nous, il y a le port de Conakry. Pourquoi?
Et je profite de l'occasion pour demander aux autorités déjà de commencer les discussions avec le port de Conakry. Et mieux que ça, il y a la Mauritanie. La Mauritanie aussi, c'est un débouché. Et on peut même aller jusqu'en Algérie. Le temps est venu pour que les enfants du Mali se donnent la main pour indiquer le néocolonialisme qui ne dit pas son nom. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, M. Lamine Seydou Traoré, participe à la première édition de Future Énergie en Afrique et à la 27e conférence de la Semaine africaine de pétrole qui déroule ce lundi à Dubaï, aux Émirats arabes unis. L'événement qui a pour thème les réalités du pouvoir d'une économie verte, une perspective continentale sur la préparation et la transition énergétique en Afrique, regroupe des ministères, des représentants des compagnies d'énergie et des sociétés pétrolières et des organisations internationales. Amadou Niamele nous donne plus de détails. La rencontre a été l'occasion pour le ministre Lamine Seydou Traoré de faire un vibrant plaidoyer à l'endroit des opérateurs et surtout des investisseurs du secteur de l'énergie et des hydrocarbures pour venir investir dans notre pays. L'énergie est un secteur à vocation économique et sociale, pourvoyeur de produits, de services et de commodités. Il a un caractère transversal en ce sens qu'il est nécessaire pour la plupart des secteurs du développement socio-économique. Ainsi, elle ne peut être déconnectée des besoins de la population et de l'économie de nos États. Tant les services énergétiques contribuent de manière significative à toutes les activités humaines pour l'atteinte des meilleures conditions de vie, qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau potable et des activités génératrices de revenus, a indiqué le ministre Lamine Seydou Traoré dans son discours à l'ouverture de la rencontre, ajoutant que l'énergie est un secteur névralgique pour l'économie africaine, car l'importance de sa production et de sa consommation est un indicateur clé de développement. Pour le ministre, le développement économique de nos pays donc est fortement tributaires de leur capacité à mettre des quantités d'énergie toujours croissantes et suffisantes à la disposition des différents secteurs socio-économiques qui soutiennent l'épanouissement de nos populations. Le rôle moteur du secteur de l'énergie pour le développement équilibré et durable reconnu au plan mondial requiert pour tout pays l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique énergétique nationale cohérente, efficiente et périodiquement évaluée et ajustée, a ajouté le ministre conscient de la problématique de transition énergétique et d'économie verte dans nos États qui se posent avec plus d'acuité du fait des enjeux de la protection de l'environnement. Parlant de la place de l'économie verte en Afrique, de ces enjeux et perspectives, le ministre a expliqué d'abord que l'économie verte regroupe l'ensemble des activités économiques orientées vers la protection de l'environnement ou la gestion des ressources naturelles. De ce fait, il apparaît de nos jours comme un outil privilégié du développement durable. Le développement durable repose sur un juste équilibre entre le bien-être social, la croissance économique et le respect de l'environnement, permettant de résoudre certains problèmes clés en Afrique comme l'accès universel à l'eau potable et aux services énergétiques, l'assainissement et à la sécurité alimentaire, a soutenu le ministre tout en rappelant que lors de la 13e session de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement tenue à Bamako en juin 2010, le ministre africain de l'environnement ont adopté la déclaration de Bamako sur l'environnement pour le développement durable, dans laquelle ils reconnaissent la nécessité de capitaliser sur les opportunités offertes pour une croissance et une trajectoire de développement qui embrasse le modèle de l'économie verte. Au cours des dernières années, le Mali, comme d'autres pays de l'Afrique, a fait des progrès en matière de mise en œuvre des objectifs de développement durable tels la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables et l'atténuation des effets du changement climatique. Ainsi, notre pays a adopté une stratégie nationale de développement des énergies renouvelables et des biocarburants en 2006, dont la mise en œuvre a conduit à la création en 2008 de l'Agence nationale de développement des biocarburants ANADEB.
nationale et en 2014 de l'Agence des énergies renouvelables qui ont travaillé sur 3 plans d'action nationaux ont été élaborés qui sont les énergies renouvelables, efficacité énergique et une énergie durable pour tous. Cependant, a indiqué le ministre, malgré la pertinente nécessité de la transition énergétique, les énergies renouvelables ne peuvent aujourd'hui remplacer totalement les énergies fossiles comme le pétrole ou le gaz. Avec la demande des pays émergents qui ne cesse d'augmenter très fortement en même temps que les ressources fossiles s'épuisent, rendant la situation énergétique encore plus préoccupante. Les vastes bassins sédimentaires du Mali, d'une superficie de 900 000 km², toujours sous-explorés, apparaissent comme une opportunité d'exploration et d'exploitation dans un environnement en pleine mutation, a dit le ministre Lamine Seydou Traoré, qui invite les investisseurs à se tourner vers les projets porteurs en Afrique d'une manière générale et en particulier au Mali, dans une dynamique de partenariat gagnant-gagnant. Le bureau du vérificateur général a effectué une vérification financière à la commune urbaine de Kati. Plus de 97 millions de francs CFA, c'est la somme colossale révélée par le rapport concernant le détournement de deniers publics par les responsables de la mairie. Le dossier scandaleux a été transmis à la justice, nous dit Amadou Bélé. Ainsi, à l'issue d'une série de missions de vérification financière effectuées dans cette commune urbaine par le bureau du vérificateur général pour les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021, il a été constaté des cas de disparition des fonds et des manques à gagner au détriment du trésor public de la commune urbaine de Kita. En effet, concernant les régularités des opérations et la transparence requise dans la mobilisation des recettes et la gestion des dépenses de la commune urbaine issue du secteur des domaines, le bureau du vérificateur général a révélé des cas d'irrégularité budgétaire de 97 7 francs CFA. Le dossier dénoncé est transmis au président de la section des comptes de la Cour suprême et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Caille, chargé du pôle économique et financier. Dans les explications, il a été constaté que, relative à l'utilisation irrégulière des recettes, une enveloppe de 949 250 francs CFA reste injustifié. Pour non-paiement des frais du dossier, c'est un montant de 2 050 000 francs CFA qui est à justifier. Pour non-recouvrement des redevances de mariage, le trou constaté est de l'ordre de 3 299 650 francs CFA. Pour non-recouvrement des recettes de viettes, c'est une enveloppe de 5 136 000 francs CFA qui est à justifier. Concernant les taxes de sortie des véhicules devant être recouvrées, la mairie est épinglée par une affaire de 19 190 090 francs CFA. Au chapitre redevances à recouvrer autour des latrines, le manque à gagner est de 367 300 francs CFA. Relative aux frais de location non recouverts, c'est une autre enveloppe de 40 000 francs CFA reste à justifier. Pour les divers et dépenses diverses, les paiements induits sont chiffrés à 10 74 887 francs CFA. Dans son rapport, le vérificateur général a dénoncé une affaire de 5 136 000 francs CFA devant être au compte du chef du centre des impôts de Kita. Côté administration, il y a eu d'autres cas d'irrégularité liés à des cas de dysfonctionnement et de manque de contrôle interne qui ont été dénoncés par le bureau du vérificateur général. Pour combler ces trous, le vérificateur général a fait une série de recommandations. Les rapporteurs demandent à ce qu'il y ait à la mairie un suivi régulier de tous les documents administratifs et pièces justificatives pour la gestion des recettes et dépenses effectuées. La municipalité de Kita doit veiller à la tenue correcte des documents administratifs. La mairie doit disposer d'un registre conformément au texte en vigueur, procéder à une large division des comptes rendus des sessions du conseil communal par les moyens de communication et d'information appropriés, avoir un comptable matière et veiller à la tenue
correct de l'ensemble des documents de la comptabilité matière. Suivant les textes en vigueur, il a été instruit au maire de procéder à la régularisation du lotissement effectué sur un titre foncier, de respecter la procédure de lotissement, des procédures de passation des marchés publics et de faire enregistrer le marché par les représentants de l'État dans les cercles. Dans son rapport, le vérificateur général recommande à ce que le secrétaire général de la mairie tienne tous les documents administratifs et les remette à jour obligatoirement. Il recommande à ce que le registre des recettes aussi arrive à percevoir l'ensemble des recettes de la commune urbaine de Kita et à ce que le comptable matière gère tous les documents de comptabilité matière et constitue sa caution. En conclusion, il est exigé à ce que l'autorité communale gouverne et gère les ressources de la municipalité conformément au texte en vigueur à la matière. C'est pour empêcher à ce que les criminels en col blanc se servent des ressources de l'État. La pastèque est un fruit délicieux et nous sommes en pleine saison de la pastèque. Le fruit est visible partout dans la capitale malienne et à un prix abordable. Les vendeurs de pastèques, les chauffeurs et les détaillants se frottent bien les mains malgré qu'ils rencontrent souvent les difficultés. Pour en savoir davantage sur ce fruit succulent, suivant ce reportage de Maïmouna Koulibaly et Moussa Diallo. La pastèque est visible partout à Bamako. Alors comment se passe la vente de ces fruits délicieux? C'est la période de la pastèque et c'est visible partout. Avant, la pastèque était cultivée en saison de pluie et récoltée en période de froid. Maintenant, les Blancs ont transformé les semences, donc maintenant les pastèques sont cultivées à tout moment. Les terres ne sont pas les mêmes, de Ségou, Ouassolo en passant par Bélédougou, et les périodes ne sont plus les mêmes. C'est ça la différence. Avant, il y avait un autre pastèque, mais cette pastèque est cultivée durant toute l'année. La pastèque est cultivée dans la région de Sikasso, Kita, Sékou, Djema et dans d'autres localités. Au Mali, la pastèque est cultivée dans les zones de Sigasso, Ouassolo, Ségou, Djema, Kita. La période de la récolte coïncide avec la saison des pluies et c'est pas facile de la transporter jusqu'ici. Le prix d'en gros de la pastèque varie entre 500 et 1500 francs. Les commerçantes détaillantes trouvent leurs bénéfices comme Aïssata Diallo qui se frotte bien les mains en ce moment. Je prends mes pastèques chez les grossistes. Le bénéfice n'est pas énorme, mais on s'en sort un peu. En cette période de grande consommation, les pastèques sont vendues à tous les prix. Mais souvent, nous rencontrons des difficultés concernant les pastèques pourries. Je demande à tout le monde de venir acheter les pastèques car elles sont propres. Adama Dambélé et d'autres détaillants vendent leurs pastèques dans les pousse-pousse. À côté des grossistes, je vends mes pastèques dans la charrette. Souvent, je rencontre des difficultés parce que les gens nous demandent de réduire les prix, ce qui n'est pas facile. Les chauffeurs qui transportent les pastèques jusqu'à Bamako rencontrent des difficultés sur la route, comme explique Tchekoro Djara. Nous rencontrons des difficultés en transportant les pastèques jusqu'à Bamako. Les routes sont en mauvais état, on passe des heures sur la route, ce qui est très mauvais pour les pastèques. Les revendeurs grossistes des pastèques rencontrent souvent des difficultés. C'est pourquoi ils ont lancé un appel. Je demande aux autorités de valoriser la filière pastèque afin que la disponibilité soit courante tout au long de l'année. À savoir que la pastèque est un fruit très délicieux, bon pour le cœur. Les graines de pastèque dilatent les vaisseaux sanguins. Elles diminuent l'hypertension artérielle et préviennent ainsi les maladies cardiovasculaires. La pastèque contient un puissant antioxydant. Il freine le développement des cellules cancéreuses, protège l'organisme des maladies cardiovasculaires et la peau des effets néfastes du soleil. La pastèque contient de nombreuses vitamines. La vitamine C, 11 mg sur 100 g, qui renforce notre système immunitaire, intervient dans la vision et de la vitamine B6 pour la formation des tissus et le bon fonctionnement du système nerveux. Place maintenant à l'actualité internationale. Dès son retour de Turquie ce lundi, le premier ministre libyen Abdullah Hamid Dbeiba
a menacé de saisir la justice contre la loi électorale et a prévenu Imad Al-Saï, le président de la haute commission électorale, qui venait d'annoncer l'ouverture des dépôts de candidature. Selon des sources gouvernementales, il s'oppose à l'article 12 de la loi électorale pour la présidentielle qui impose à tout candidat fonctionnaire ou militaire de quitter son poste au pouvoir 3 mois avant la date des élections. Certains l'accusent de vouloir se présenter. Selon plusieurs experts, une candidature du premier ministre libyen Abdelhamid Dbeiba à la présidentielle du 25 décembre serait illégale. D'abord parce qu'il s'est engagé à Genève lors de l'accord politique à ne pas se présenter aux élections présidentielles. Son gouvernement de transition est chargé au contraire de conduire à bien cette échéance qui devrait mettre fin à 10 ans de chaos. Dans un contexte sécuritaire toujours fragile et face aux divergences politiques accrues, la probable candidature de celui qui est chargé d'organiser les élections pourrait compliquer davantage la situation. Le Premier ministre Hachi annonce la reprise du dialogue politique en Côte d'Ivoire. C'est un grand oral auquel son prédécesseur Amadou Coulibaly s'est prêté chaque année, qui consiste à défendre la politique du gouvernement face à la presse. L'actuel Premier ministre ivoirien Patrick Hachi s'est livré à l'exercice ce lundi, répondant au feu roulant des questions des journalistes sur la politique économique et sociale, la lutte contre le terrorisme ou la corruption, avec quelques annonces à la clé. Un an après une présidentielle très tendue, Patrick Hachi a défendu la politique d'Alassane Ouattara en matière de cohésion sociale et politique cette année. Rencontre avec Hari Konabedi et Laura Gbagbo et retour des exilés politiques, libération des prisonniers politiques. Autre grand thème, la lutte contre le terrorisme en parallèle à la solution militaire. Il faut accélérer le développement du Nord-Est, assure le Premier ministre. Patrick Hachi a annoncé le lancement début 2022 d'un deuxième plan social du gouvernement sur 3 ans destiné à faire reculer la pauvreté partout dans le pays. Enfin, Patrick Hachi a défendu le coût souvent critiqué du métro d'Abidjan, plus d'1,3 milliard d'euros, et annoncé sa mise en service pour 2025. Au Niger, au moins 26 élèves de primaire et de maternelle sont morts calcinés dans un incendie tragique de leur école fête de classe en Payotte. C'est lundi 8 novembre à Maradi, dans le sud du Niger. Le dernier bilan provisoire fait également état de blessés graves. Ce sont 2 classes en Payotte de l'école primaire et de la maternité qui sont parties en fumée. L'incendie qui s'est déclenché à la mi-journée a provoqué un embrassement généralisé des classes préparatoires, première et deuxième année. Le bilan provisoire est terrible. Au moins 26 enfants âgés de 5 à 6 ans sont morts ce lundi dans l'incendie. 13 autres ont été blessés et 4 se trouvaient, selon les dernières informations du gouverneur, dans un état très grave. La région de Maradi, proche de la frontière avec le Nigeria, était déjà endeuillée par la mort ce dimanche de 18 orpailleurs clandestins dans l'effondrement d'une mine. Les premières images diffusées sur les réseaux sociaux sont insoutenables. Des appels sont lancés aux parents pour venir tenter d'identifier leurs enfants. Selon le service des sapeurs-pompiers, 3 autres classes en Payotte d'une école au quartier Gao sont parties en fumée, mais cette fois-ci, on ne dénombre aucune perte de vie humaine. Pour l'instant, les circonstances de départ du feu sont encore inconnues. Selon le gouverneur de la région du Maradi, l'enquête de la police déterminera l'origine de ces incendies. La création d'emplois est repartie de plus belle aux États-Unis en octobre et a presque doublé par rapport à septembre. L'activité économique rebondissant après la vague Delta du Covid-19, mais les employeurs peinent toujours à recruter. Le taux de chômage est reculé à 4,6%. 531 000 emplois ont été créés en octobre, secteur public et privé confondus. Quasiment 2 fois plus qu'en septembre, a annoncé ce vendredi le département du travail. C'est également mieux que les 400 000 attendus par les analystes. La croissance d'emploi a été généralisée, a précisé le département du travail dans son communiqué. Les créations d'emplois, après avoir dépassé le million en juin puis en juillet, avaient ralenti à cause du variant Delta du Covid-19.
Entre les personnes qui craignent pour leur santé, celles qui ont des problèmes de garde d'enfants et surtout les départs anticipés à retraite, les rangs se sont clairsemés. Cette pénurie de travailleurs fait grimper les salaires, les employeurs rivalisant sur ces terrains pour attirer la main-d'œuvre. Le salaire horaire moyen des salariés du secteur privé a ainsi augmenté sur les 12 mois de 4,9%. Il était en octobre de 30,96 $. Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Nyata TV.